mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'OZAP. On s'autorise à penser. Comprendre le monde capitaliste pour en sortir. Et puis, construire un monde non capitaliste. Ce sont les deux titres des deux ouvrages successifs de notre invité d'aujourd'hui, Jean-Luc Dupriez. Bonjour Jean-Luc Dupriez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce sont deux livres, d'abord, d'un militant syndical, de quelqu'un qui, tout au long de son existence professionnelle, a milité, s'est engagé politiquement, et puis qui, à la retraite, si j'ai bien compris, a voulu coucher sur le papier un certain nombre de réflexions, tirées de l'expérience, bien sûr, mais aussi nourries de lecture. Ces deux livres sont parus en français en 2023 et en 2025. Ils ont été aussi traduits en arabe, et je crois que tu viens d'aller les présenter au Liban. C'est ça, c'est à bien Beyrouth la semaine dernière. Est-ce qu'on peut peut-être, pour commencer, revenir sur ce qui t'a amené à décider d'écrire ? Ce qui m'a amené à écrire, c'est un processus un peu compliqué, puisque de toute façon, depuis que je travaille, que je suis confronté à la réalité du monde du travail, j'ai des convictions. La première, c'est que les relations marchandes pervertissent complètement les relations humaines, et d'autre part que toutes les injustices et toutes les discriminations trouvent leur source dans cette guerre de tous contre tous que nous impose le capitalisme. Ça, c'est la première des choses. Face à ça, on a plusieurs attitudes possibles. On peut démissionner, ou on peut se dire que de toute façon, ce qui est inacceptable ne doit pas être accepté. Et donc, pour refuser ça, pour moi, l'évidence, c'était agir en tant que syndicaliste, mais aussi me poser des questions en termes de projet politique, c'est-à-dire aussi agir dans une perspective anticapitaliste. Voilà, c'est la première des choses. Ensuite, aujourd'hui, on est confronté à de multiples choses totalement contradictoires. D'abord, on voit les crises qui ne cessent de se développer, que ce soit la crise économique qui est rampante depuis 2008, que ce soit la crise sociale qui n'a jamais été résolue depuis les années 70, où on a un chômage permanent et tout ça, une montée de la misère, que ce soit la crise écologique qui monte inexorablement et qui n'a pas grand montré encore ce qu'elle est capable de faire. Donc tout ça, on peut se dire que quelque part, on pourrait imaginer ça, déboucher sur une remise en cause du capitalisme et sur une alternative. Le premier problème auquel on est confronté, c'est que, à l'évidence, depuis les années 70, on ne cesse d'assister à un recul du combat pour le socialisme. Quand je dis socialisme, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ça se différencie avec le Parti socialiste qui ne combat plus pour le socialisme depuis longtemps. Mais c'est un autre problème, peut-être qu'on abordera ça un peu plus tard. Mais tu abordes la dimension proprement politique du combat voilà. dans la dernière partie de ce livre-là. Le combat pour le socialisme, c'est pour une société qui rompt avec le capitalisme, qui va vers la socialisation des moyens de production, qui va vers une égalité économique et qui va vers une liberté réelle pour toutes les personnes. Ce fort recul, il est corrélé aussi avec le divorce qui monte énormément entre les classes sociales populaires, ouvriers, employés, professions intermédiaires, et tous les partis de gauche, toutes les organisations politiques de gauche. Qu'elles soient responsables ou pas de la gestion du capitalisme par les partis de gouvernement, ou qu'elles ne le soient pas, c'est l'idée même du socialisme qui est complètement déconsidérée. Alors, il y a tout un tas de raisons, et une des motivations pour écrire ces livres, c'est d'explorer pourquoi est-ce qu'on en arrive à une telle situation.
L'autre élément que je voudrais avancer, auquel j'ai été confronté dans mes réflexions, puisqu'on est obligé, c'est une aventure un peu solitaire d'écrire des livres, c'est que de toute façon, on a dans le mouvement socialiste, on a de multiples approches politiques différentes. On peut citer les marxistes, on peut citer les léninistes, les anarchistes, les sociodémocrates, et peut-être que j'en oublie, mais en tout cas, c'est un éventail assez vaste. Et si on regarde l'ensemble de ces expérimentations politiques, le constat qu'on ne peut pas ne pas faire, c'est que toutes ont échoué, pour des raisons diverses, sans doute, mais toutes ont échoué, ce qui veut dire que toutes doivent être en partie remises en cause. Voilà, ça c'est un autre élément. Le troisième élément, depuis les années 1960, a commencé à infuser un certain nombre de critiques, aussi bien d'ailleurs du capitalisme que des théories socialistes, autour de Gilles Deleuze, Derrida, Foucault, qui, entre autres, réagissaient à ce qui s'était passé pendant la Troisième République, c'est-à-dire que l'universalisme proclamé par tous les mouvements progressistes a été utilisé pour asservir les peuples pendant la période coloniale. C'est le mouvement postmoderniste, en gros, la remise en cause c'est ça. De ces logiques-là par les postmodernes. Alors... ça, tu fais une critique assez virulente du postmodernisme. Alors, ce que je pense, c'est que les critiques du postmodernisme, en tout cas des philosophes français qu'on vient de citer, avaient largement une justification factuelle, c'est-à-dire que le mouvement socialiste avait tout un tas de tares qui devaient être critiqués. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que toutes ces critiques ont été réinterprétées jusqu'à l'outrance avec tout un tas d'autres apports d'autres philosophes aux États-Unis. Et c'est là où ça a véritablement donné ce qu'on appelle aujourd'hui le postmodernisme. Ouais. Le postmodernisme, c'est une critique, entre autres, du rapport de l'Occident aux pays du Sud, à travers le colonialisme, mais aussi l'impérialisme qui le suit. Et c'est d'autre part, si c'était que ça, je serais à 100% pour ces explications, ces critiques, etc. Le problème, c'est que ça a dérivé vers autre chose. Et cette autre chose, on peut dire que le postmodernisme, c'est une théorie de la diversité, c'est une théorie, une pensée de la différence. Et cette pensée de la différence fait que, au final, tous ceux qui, même sans le savoir, s'insèrent dans cette pensée postmoderne, eh bien, on arrive à isoler chaque groupe humain les uns contre les autres, et au final, finissent par amener à un combat de tous contre tous, une fois de plus, et finissent aussi par, remettre en cause l'idée même d'un changement global. Ouais. Au final, le postmodernisme se traduit par le fait que on se bat pour des avancées sociétales, ce qui n'est pas contestable en soi, mais on abandonne toute idée véritablement d'un projet commun qui permettrait de fédérer. Et juste un dernier petit point. Aujourd'hui, on assiste partout dans le monde, je dis bien partout, dans le monde, aussi bien dans les pays occidentaux que dans d'autres endroits, à une montée du fascisme. Et cette montée du fascisme, on peut l'analyser au regard à la fois du rejet des gestions par les partis de gauche, des gestions gouvernementales par les partis de gauche. On peut l'assimiler aussi aux conséquences du postmodernisme qui néglige complètement la question du combat de classe, parce que le combat de classe, aux États-Unis, ce n'est pas véritablement à la mode dans les milieux intellectuels.
Et ce qui nous est revenu en boomerang, eh bien, c'est aussi une, je dirais, relativisation, quand c'est pas une marginalisation, voire simplement un oubli complet. Le combat de classe n'existe plus, ne reste plus que les combats féministes, écologistes, antiracistes, combats qui sont nécessaires, mais qui ne peuvent pas se comprendre, qui ne peuvent pas se trouver véritablement de perspectives convergentes entre eux sans mettre la question de classe au centre. Et c'est toute la question de l'articulation de tous les combats, c'est toute la question de la convergence des luttes. Et cette convergence, de mon point de vue, elle ne peut pas se faire indépendamment de la compréhension du caractère central, je dirais, de la domination de classe. Parce que la domination de classe, si on l'analyse bien, on s'aperçoit qu'elle traverse complètement la question des relations entre les hommes et les femmes entre elles. Elle traverse complètement la relation de ce qu'on appelle généralement les racisés. Elle traverse complètement aussi la question des minorités sexuelles. Elle traverse toutes les questions et si on se veut militant révolutionnaire, si on se bat pour le socialisme au sens large du terme, on ne peut pas ne pas le faire en mettant la question de classe au centre de notre stratégie, tout en ayant conscience que mettre la question de classe au centre de notre stratégie, si on écarte les autres luttes, les luttes féministes et tout ça, on va se trouver dans une situation où on n'est même pas capable de mener le combat de classe. Si on s'adresse qu'au mâles blancs hétérosexuels, on s'adresse qu'à une petite minorité des classes sociales populaires, donc ça n'a aucun sens. Mais par contre, si on veut mener le combat féministe ou le combat écologiste dans une perspective de rupture avec le capitalisme, nécessairement, il faut le faire à partir d'une préoccupation de classe. Mais au départ, les pères de ce qu'on appelle le postmodernisme, donc des gens comme Foucault, Deleuze, Derrida que tu citais, entre autres, réagissaient justement à une forme de faillite des partis communistes, à une forme de faillite de la gauche qui était dominée par le stalinisme à l'époque, et qui justement déniait l'importance de ces luttes-là. Aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement d'opposition entre ces luttes entre les minorités et la question de classe. Non, il n'y a pas d'opposition. Moi, je suis militant à la CGT, encore aujourd'hui, même si je suis à la retraite. Effectivement, il y a une volonté au sein de mon organisation syndicale de reprendre le combat écologiste, de reprendre le combat féministe et le combat antiraciste, de lutter contre les discriminations liées aux orientations sexuelles, de lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc oui, au sein du combat de classe, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'impossibilité de développer cette stratégie. Ça me semble au contraire aller de soi aujourd'hui, aussi bien à Solidaire qu'à la CGT, que dans d'autres organisations. Mais par contre, au sein du monde politique, c'est moins évident parce que dans la réalité, après on peut regarder chaque courant politique et faire la part des choses, mais d'un point de vue majoritaire, la gauche politique, le combat de classe, la phraséologie de classe n'existe plus. Ça a été abandonné. Effectivement, il y a eu une substitution à cela. De questions sociétales. Typiquement, le grand bilan de Hollande, finalement, ce sera le mariage homosexuel. Dans le même temps, il a pris toute une série de mesures absolument catastrophiques, justement, au plan social. Il a détruit le droit du travail, il a fait des dons faramineux, il a détricoté la fiscalité sur les entreprises, fait des cadeaux énormes avec nos propres contributions fiscales aux entreprises. Et tout ça, on va l'oublier parce que, effectivement, il va mettre en avant juste une question qu'on dira sociétale. Oui. Oui. À l'heure où il tente de revenir sur le devant de la scène, je voudrais juste rappeler qu'on peut caractériser Hollande comme le fossoyeur du socialisme. Oui, c'est sûr qu'il a fait bien pire que Sarkozy, qui l'avait précédé, concrètement, en termes d'évolution, notamment du droit du travail et de la fiscalité. Oui.
Cela étant, je pense qu'on ne peut pas non plus, mais ça c'est un autre problème, faire comme si on pouvait totalement combattre et se passer du Parti socialiste dans son ensemble, parce que je pense que dans tous les cas de figure, j'espère qu'on y reviendra, mais la question de la diversité politique est au cœur, entre guillemets, des réflexions que j'ai pu mener. Et dans tous les cas de figure, une partie de la classe ouvrière ou simplement du prolétariat, ou disons simplement des ouvriers, des employés, des professions intermédiaires, se reconnaît dans cette organisation. Et nécessairement, ça veut dire qu'on est amené à faire ensemble, à faire avec la diversité des classes sociales à partir desquelles on veut agir. Et alors là, on aborde les questions stratégiques qui tiennent toute une place. C'est, je crois, la 4e partie de construire un monde non capitaliste. Finalement, il y a une forme d'irénisme de ta part. En tout cas, tu es très ouvert à la diversité. Tu n'es pas postmoderne, mais tu es très ouvert à la diversité des familles politiques à gauche. Et on a le sentiment quand même qu'il y a une chose, alors c'est peut-être lié à ton expérience politique personnelle, il y a une chose dont tu te méfies profondément, ce sont les anathèmes mutuels, les excommunications, et c'est vrai que c'est un peu une maladie de la gauche, les luttes internes au détriment de l'unité, quoi. Alors, je pense qu'il faut resituer ça dans le double aspect de ce qui a fait mon militantisme. Et comme c'est le double aspect qui fait le militantisme de beaucoup de militantes et de militants. C'est à la fois un aspect dans le mouvement social, dans le syndicalisme en particulier, c'est-à-dire agir avec des gens qui ne sont pas nécessairement politisés, mais sur la base de leur situation sociale. Et l'autre aspect, c'est effectivement défendre un projet de société, qui est un projet de société socialiste. Mais voilà, ces deux aspects sont des deux aspects qui ne peuvent ni s'isoler l'un de l'autre, ni se confondre. Mais au final, pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental. Et je pense qu'un militant politique ou une militante politique qui ne participe pas à un mouvement de masse, entre guillemets, perd un truc essentiel du combat socialiste. Et je vais être un tout petit peu, peut-être pas très long, mais je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et la répercussion de cette chose-là, elle va se traduire dans la conception qu'on a de faire de la politique. La première des choses, quand on milite dans une entreprise, par exemple, dans un syndicat d'entreprise. Moi, je travaillais dans une PME de la métallurgie et j'avais des fonctions de représentant du personnel. Et on a été amené à mener des grèves, des choses comme ça. Et dans tous les cas de figure, on est amené à ne pas commencer par donner la leçon aux gens, mais à les écouter. Et ensuite, il y a tout un chapitre du 2e livre qui s'appelle l'action collective, moteur de l'émancipation. C'est quelque chose qui est fondamental. Entre autres, je m'appuie sur une thèse en sciences politiques. Dans cette thèse, l'auteur analyse un certain nombre de choses. Comment une grève va se cristalliser. Pour ça, il a suivi 4 mouvements sociaux très différents les uns des autres, 3 dans des petites boîtes, une grève de femmes de chambre dans un hôtel 4 étoiles, une grève dans une franchise de pizzeria, une grève dans un entrepôt de chaussures en région parisienne et une grève dans une entreprise de l'automobile avec 3-4 000 personnes, 3-4 000 salariés. Et ce qu'il montre, c'est que quel que soit le niveau, d'organisation, la capacité, enfin les expériences militantes qu'il y a pu avoir, on a toujours une dualité dans la cristallisation
de ce qui va faire un mouvement dans une entreprise, un mouvement de grève dans une entreprise. La première des choses, c'est que les salariés, en tant que salariés, c'est-à-dire vivant dans une situation de domination dans l'entreprise, les salariés ont forcément des insatisfactions et ça ne se résume pas à la question du salaire, même si le salaire est toujours quelque chose sur lequel ça peut se cristalliser. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la situation de classe crée une insatisfaction permanente des salariés. Et dans la réalité, cette insatisfaction, elle prend des formes très différentes d'un individu à l'autre, d'une personne à l'autre, etc. Et toute la question, c'est de faire en sorte, et c'est là où, entre guillemets, des militants peuvent intervenir, ou des militantes, c'est de transformer cette, je dirais, galaxie éparse, contradictoire, de motivation, d'insatisfaction, etc., en un mouvement collectif dans lequel tout le monde se retrouve dans un discours commun. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, il faut des processus de démocratie directe à la base dans nos luttes, sans lesquels on ne peut pas cristalliser ces différentes formes d'insatisfaction et en faire un mouvement collectif. Et deuxièmement, ça nécessite effectivement que des militants et des militantes soient capables justement de jouer ce rôle. Si on prend les sociétés premières, le rôle des chefs de la chefferie dans les sociétés premières, c'était ça aussi. Il existe au sein de l'espèce humaine cette possibilité tout le temps de trouver le chemin, entre guillemets, d'un mouvement commun, d'une adhésion commune à partir du pluralisme des positions des uns et des autres. Et ça nécessite, je l'ai dit tout à l'heure, une forme de démocratie directe. Ça nécessite aussi qu'on ne recherche pas, je dirais, à savoir qui a la motion majoritaire ou je ne sais pas quel truc, mais qu'on recherche effectivement à ce que le collectif humain s'unifie sur des perspectives communes. Et ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses sur le rapport aux politiques, parce que quand on a bien compris ça, même si on le fait instinctivement et qu'on ne l'a pas analysé en tant que tel, ça pèse sur notre conception des relations humaines et tout un tas de choses. Être militant dans cette perspective, ce n'est pas d'abord vouloir avoir la vérité et diriger, c'est être au service du collectif pour que le collectif s'unifie et progresse ensemble. Ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Donc, un militant de masse, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est capable, premièrement, d'écouter et de cristalliser les attitudes individuelles. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est capable aussi de transformer ces insatisfactions individuelles en quelque chose de collectif et quelque chose qui ouvre l'espoir vers une société meilleure. Et là, on va retrouver le mouvement politique en tant que tel, c'est-à-dire que les militants, souvent, sont plus souvent politisés que ne le sont les gens à la base. Mais l'important, c'est... Alors, là, je dérive un peu vers une des critiques que je peux faire à la théorie léniniste. C'est quand Lénine a affirmé que, pour reprendre de façon un petit peu déformée, mais on m'excusera, il disait que le prolétariat pouvait au mieux accéder à la conscience social-démocrate, trade unioniste, c'est-à-dire au fait qu'on avait besoin de s'unir pour défendre notre beefsteak face au patron, mais que la conscience socialiste ne peut voulait venir que des intellectuels bourgeois, je ne sais pas exactement, on va dire simplement que des militants. Il assigne un rôle aux élites éclairées, quoi. C'est ça. Et que dans cette logique-là, grosso modo, il s'agit effectivement, pour le Parti révolutionnaire, il s'agit de diriger les luttes. Or, ça s'est traduit comment en Russie en 1917 ? Rapidement, il y a eu un divorce entre les soviets paysans, les soviets ouvriers et le parti bolchevique. Alors, pas tous les soviets, pas tout, etc., mais un divorce très fort
qui s'est traduit par un raidissement du parti bolchevique, qui a débouché sur le stalinisme, même si on ne peut pas résumer le stalinisme au léninisme, mais en tout cas, si on ne respecte plus cette démocratie directe, on se trouve dans une situation où il y a un divorce entre la base et les militants. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, comment on traduit ça d'un point de vue politique ? Parce que une autre question que j'ai essayé de soulever, c'est la question de la conscience. On a un tout petit peu abordé. La conscience, qu'est-ce que c'est que la prise de conscience ? Pour moi, ça ne peut pas naître ni des luttes de classe isolées, ni du parti révolutionnaire isolé. C'est une dialectique entre les deux. Sans lutte de classe, le parti révolutionnaire, c'est juste du phrasé, c'est juste des choses inconsistantes qui n'ont pas de réalité. Sans réflexion politique amenée aussi par ceux qui réfléchissent en se regroupant ensemble, les luttes de classe ont du mal à trouver des perspectives et on sait très bien que au final, dans tous les cas de figure, tant qu'on ne met pas à bas le capitalisme, les avancées qu'on peut obtenir, elles sont toujours susceptibles d'être grignotées. Donc, les deux il s'agit non pas de dire que l'un est supérieur à l'autre ou que l'autre se suffit à lui-même. Le combat de classe et le combat politique sont indissociablement liés, mais on ne peut pas imaginer se passer l'un de l'autre, ou on ne peut pas imaginer que l'un va prendre le pouvoir sur l'autre. Dans ce cas-là, ça stérilise la totalité. Et comment est-ce que tu vois cette construction d'un monde non capitaliste du point de vue de l'organisation de la production, une fois justement éradiquées les structures de domination via la propriété privée des moyens de production ? Comment est-ce qu'on échappe finalement au développement d'une bureaucratie? Comment est-ce qu'on empêche la nécessaire division du travail entre les différents types de tâches de déboucher au fond sur des relations de pouvoir? Là, on est dans une question fondamentale. Alors, ça peut se décliner en trois niveaux. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Oui. La deuxième chose, ça peut être quelles sont les premières mesures nécessaires au moment d'une rupture sociale, si tant est qu'une rupture sociale interviendra. Mais ça, on en discute aussi longuement dans les bouquins. Et la troisième chose, c'est après ces premières mesures, comment on fait en sorte de, pour construire une société qui fonctionnerait différemment. Pour maintenir un autre équilibre, quoi. Il y a à la fois, dans ce cas-là, une forme d'organisation politique et une forme d'organisation économique. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La première des choses, c'est que je pense qu'il est fondamental que... Je vais être obligé de résumer. Bien sûr. Il est extrêmement fondamental que les militantes et les militants qui se battent pour rompre avec le capitalisme s'investissent dans le combat de classe, tout en faisant en sorte que le combat de classe reprenne les luttes écologistes, mais aussi les luttes féministes, antiracistes, etc. Voilà, ça il est fondamental aussi, et je pense que là-dessus, on ne peut pas faire l'impasse, que ce mouvement social se structure, ce combat de classe se structure de façon démocratique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire aussi que beaucoup de militants, et si possible la majorité des militants, sont dans une logique où on ne va pas chercher à diriger les luttes de classe à la base, mais on va chercher à les cristalliser, à leur donner des perspectives, et on va chercher à, donc pas les diriger, mais à les animer. Je sais pas, la différence, elle peut être ténue, mais tout de même, c'est important. Donc ce combat de classe. Deuxièmement, il faut aussi... On ne peut pas imaginer un combat de classe qui déboucherait tout seul sur l'abolition du capitalisme sans qu'il y ait aussi un combat politique à côté. Il y a un certain nombre, par exemple, on peut prendre les syndicalistes révolutionnaires qui vont
qui vont dire que le combat de classe suffit à lui-même et qu'il peut poser à lui seul les perspectives politiques de rupture avec le capitalisme et d'une société socialiste. Je pense que c'est un petit peu juste parce que, en fait, si on analyse bien ce qu'ils font, les militants syndicalistes révolutionnaires se comportent un petit peu comme des militants politiques, un petit peu différemment, donc ils apportent la même chose, mais un peu différemment. Donc, pour moi, ça ne répond pas tout à fait à la question. Mais si on revient au courant politique en tant que tel, il y a eu cet épisode de juin 2024. Ouais. Avec les européennes juste avant, les fascistes, le RN presque arrivé au point, enfin majoritaire. Ouais. D'abord les européennes, ensuite les législatives. Ouais. Ouais. La dissolution. Ouais. Et en une semaine, on s'est trouvé avec les partis de gauche qui ont fait alliance. Parce que je pense qu'ils ont bien compris que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient s'en prendre plein la tête. C'est l'intérêt de tout le monde, à gauche. Voilà. C'est un élément qui montre que quand, entre guillemets, on fait abstraction, il ne s'agissait pas de dire que les uns et les autres, c'était pareil, qu'il n'y avait pas de critique à avoir sur les positions des uns et des autres, mais entre critiquer et dénigrer et combattre comme des chiens les autres, on se retrouve vraiment il y a une différence très nette. Mais il y a aussi un autre mouvement qui me semble important, je crois que c'est en 2009, en Guadeloupe, il y a eu un mouvement, alors on m'excusera, je ne vais pas reprendre les termes en créole, contre la profitation, c'est-à-dire contre la situation économique particulière qui se vit dans les dom-toms en France, enfin dans les dom-toms en particulier la Guadeloupe, avec des mécanismes qui font que y a des franges, les anciens béquets et tout ce genre de choses qui accumulent, qui pillent tout sur ces îles-là. Et il y a eu véritablement un petit peu des éléments de ce que moi je pense nécessaire pour construire, je dirais, cette rupture avec le capitalisme. C'est-à-dire un rassemblement de forces politiques disparates, en lien avec des organisations syndicales, en lien avec des organisations professionnelles, en lien avec des organisations culturelles, etc., dans un mouvement ensemble sur des revendications de la base de la société, pas sur un projet de société en tant que tel. Et la constitution de ce mouvement a débouché très rapidement sur des remises en cause globales du colonialisme résiduel en Guadeloupe. Et donc, on a véritablement la démonstration que le mouvement social, il porte ces revendications, le mouvement politique doit se les réapproprier et à partir de là, proposer des perspectives. Et c'est cette dynamique ensemble qui est susceptible de permettre aujourd'hui d'aller vers une rupture avec le capitalisme. Imaginons que, pas simplement en France, mais que ça craque un peu partout, et on peut penser que ça pourrait le faire vu la montée des crises. Si on a une évolution des pratiques politiques, si ce genre de perspective pouvait commencer à avoir du sens un peu partout, on pourrait imaginer que ça craque un peu partout et qu'on en arrive aux premières mesures de la Révolution. Alors justement, venons-y. Les premières mesures de la Révolution, d'abord, je pense qu'il faudra, parmi les premières mesures, il faudra assurer la subsistance de tout le monde. Et ça, je vais pas, comment dire, me pencher là-dessus, ça me dépasse. Mais évidemment, enfin quoique, par exemple à Nantes en 1968, par exemple, il y a eu la Commune de Nantes qui a duré quelques semaines, et les organisations syndicales ont pris en charge l'approvisionnement en essence, l'approvisionnement avec les organisations paysannes, l'approvisionnement en nourriture de la ville, etc. Donc, il y a sans aucun doute ce point-là à mettre. Mais évidemment, ça ne suffira pas. Il faudra que très rapidement, pour éviter un divorce entre cette dynamique politique et les classes sociales populaires, il faudra que les classes sociales populaires voient immédiatement des modifications dans leur vie quotidienne. Il faudra tout de suite, sans aucun doute, réorganiser complètement le travail, de faire en sorte que plus personne ne soit en situation d'exécutant tout le temps, c'est-à-dire en situation de dominer tout le temps, et qu'il faut que chacun
ce genre de choses. Il faudra très rapidement évidemment que cette question de subsistance de tout le monde, ça nécessitera des formes de solidarité et des formes d'égalisation économique. On ne pourra pas supporter que des gens crèvent de faim pendant que d'autres ont encore largement des surplus. Donc ça veut dire tout de suite modification des rapports économiques, tout de suite modification des rapports au travail, etc. Et il faudra tout de suite mettre en place dans les entreprises des formes de démocratie directe. Ça, c'est dans l'hypothèse où ça a craqué, etc. Je pense que l'enjeu ne sera certainement pas de construire un parti qui va prendre le pouvoir et qui va diriger tout. C'est pas possible, ça marchera pas. C'est pas une logique léniniste, quoi. Non. Et ensuite, après, au fur et à mesure, approfondir ces questions de démocratie directe, faire en sorte de faire cohabiter la démocratie directe à la base, c'est-à-dire la démocratie directe. Alors, il faut faire attention. On ne peut pas, on parle beaucoup d'assemblée générale, éventuellement d'assemblée générale interprofessionnelle. Je pense que la démocratie directe, c'est d'abord des gens qui vivent ensemble ou qui travaillent ensemble, qui discutent ensemble de leurs trucs. C'est pas de mettre ensemble des militants qui ont chacun leur idéologie, etc., et qui vont se batailler. C'est des gens qui se regroupent sur la base de leurs conditions économiques, de leurs conditions de vie, de leurs conditions d'habitat. Et qu'ils vont discuter de ce qui les concerne déjà directement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y aura nécessairement, évidemment, une question de centralisation. Eh bien, il faut faire en sorte que les élections n'élisent pas des représentants des partis, mais des représentants des collectifs qui les élisent, avec une forme de contrôle, c'est-à-dire de retour de mandat, des choses comme ça. Faire les choses différemment. Mais on ne peut pas imaginer, enfin moi j'imagine pas une société totalement décentralisée où tout le monde ferait ce qu'il veut et chacun s'occuperait que de ses petites affaires locales. Pour moi, ça n'a pas de sens au vu de la réalité de l'humanité aujourd'hui. Évidemment, ça veut dire que peut-être qu'on devra remettre en cause toutes les formes de frontières qui existent, qu'il faudra certainement se regrouper. C'est peut-être plus facile dans des lieux où il y a des formes de cohérence culturelle. C'est plus facile de discuter ensemble. Mais en tout cas, voilà. Je ne vois pas comment un projet pourrait ne pas être internationaliste. Voilà. Et donc ça. Et ensuite, sur la question économique... La question économique, c'est la remise en cause de la question de la propriété privée des moyens de production, voire au-delà. Et puis la construction de l'économie sous la forme de satisfaire les besoins humains tels qu'ils soient compatibles avec les lignes rouges de la destruction de l'environnement. Parce que la crise, je pense que si on va vers une transformation de la société, ça passera par une crise écologique et qu'on ne pourra pas oublier cet aspect-là et qu'il va falloir faire attention et tenir compte de ces réalités-là et qu'on ne peut pas continuer comme aujourd'hui à produire n'importe quoi, non pas pour satisfaire des besoins, mais pour faire des profits. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ne se présentent pas très favorablement du point de vue de l'avènement du socialisme. En ce moment, on est plutôt, tu as fait allusion, dans une phase de montée carrément du fascisme, après la grande vague néoconservatrice de droitisation qui a commencé à la fin des années 70. Là, on est passé à une autre phase particulièrement inquiétante, un peu partout, en tout cas dans les pays du Nord. Comment est-ce que tu vois cette situation ? Alors, évidemment, tout ce que je raconte n'a de sens que si les classes sociales populaires, le prolétariat, les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires, majoritairement, se détournent des solutions populistes, ou plutôt des solutions nationalistes, parce que populiste, ça ne veut pas dire grand-chose, et si, effectivement, on gagne cette bataille-là. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que le plus de monde possible, plus de militantes et de militants possibles, s'investissent dans les luttes de classe, parce que c'est la seule façon de recoller les morceaux avec les classes sociales populaires. À chaque fois qu'il y a des grèves importantes en France, on s'est toujours aperçu, par exemple, que les fascistes faisaient profil bas
et qu'on ne s'occupait plus trop de leurs préoccupations malsaines d'opposer les uns aux autres, de faire monter la haine, etc. Dans les moments de lutte sociale, il y a véritablement marginalisation des thèmes fascistes. Ça veut dire que si effectivement la gauche ne mute pas, entre guillemets, aujourd'hui, et ça commencera à la base par tous les militantes et tous les militants, et ne s'investit pas pour la justice sociale, et continue chacun à travailler sur son petit précaré militant, eh bien, je pense que la messe est dite, entre guillemets. C'est-à-dire que le fascisme va arriver au pouvoir. Le fascisme au pouvoir, on sait quand il arrive, on ne sait pas toujours quand on pourra l'en chasser. Et ça coûte très très cher. Et ça coûte très très cher, et surtout pour les gens les plus fragiles. Donc, ça coûtera très très cher pour les femmes, pour les migrants. Ça coûtera très cher probablement pour les homosexuels, même si aujourd'hui ils tiennent un discours un peu différent. Ça coûtera très très cher. Et les combats sociétaux qu'on mène ne peuvent pas se mener sans une stratégie qui vise à faire échec au fascisme. Et cette stratégie en elle-même, c'est-à-dire remettre le combat de classe au cœur du combat de gauche, c'est quelque chose qui, en elle-même, permettrait d'avancer vers la sortie du capitalisme. Et d'autre part, l'autre élément, c'est que imaginer que les organisations continuent à se déchirer comme elles le font. Alors, il ne s'agit pas ni d'aller vers l'absence de critique les uns des autres, mais il y a faire et faire. Enfin, on peut critiquer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais là, ça prend des proportions. Quelle perspective! Enfin, je dirais la gauche représente 30% des voix aux élections, et elle est en train de faire en sorte qu'elle ne sera pas présente au deuxième tour. Mais le problème, la radicalisation des antagonismes à gauche, il est lié au fait qu'il y a une partie de la gauche qui a été au pouvoir. Oui. Et qui se présente encore aujourd'hui comme de gauche, et qui prétend encore aujourd'hui, sans avoir tiré les leçons de ce qui s'est passé sous Hollande, entre autres, qui prétend toujours finalement de donner le là. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça, mais c'est... ramener ces gens-là au pouvoir à nouveau, même cause, mêmes effets. Ils referont du Hollande, et de toute façon, maintenant, on n'en est plus à Hollande, on est à Macron, ce qui est une sorte de développement du hollandisme. Je suis d'accord, mais quand j'ai pris l'exemple de la Guadeloupe en 2009, il s'agit bien de dire qu'il ne s'agit pas de faire d'ostracisme, etc., mais il s'agit effectivement de remettre quand il y a eu l'accord, entre guillemets, en juin 2024, c'était relativement sur les revendications du mouvement social. Ouais. Donc, il ne peut y avoir unité que sur les revendications du mouvement social. Le sectarisme tel qu'il se développe, c'est un suicide collectif. Et ça, alors je dirais ensuite, il ne s'agit pas du tout d'imaginer qu'on va fusionner tout le monde dans le même truc. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, on peut imaginer qu'on se mette d'accord sur la défense des revendications du mouvement social, et qu'à partir de là, on arrive à une forme d'unité. L'unité est un combat, disait Marché, si je ne m'abuse, certes. Eh bien, ce combat, il ne peut pas passer par des formes de sectarisme telles qu'elles existent aujourd'hui. C'est un suicide collectif, et l'intérêt des partis en eux-mêmes est totalement antagonisme avec l'intérêt des classes sociales populaires aujourd'hui, parce que si ça permet d'arriver, si le déchirement qui existe fait arriver les fascistes au pouvoir, ce sont les classes sociales populaires qui vont déguster. Merci beaucoup, Jean-Luc Dupriez, de nous parler un petit peu de ta démarche dans ces deux livres, donc comprendre le monde capitaliste pour en sortir, et puis la deuxième étape, parue plus récemment, construire un monde non capitaliste, avec une postface d'ailleurs de la plateforme communiste libertaire. Oui, parce que même si je suis communiste libertaire, ces deux livres ne s'adressent pas spécifiquement aux communistes libertaires, mais plus, d'un point de vue plus général, à
je dirais, je vais employer un terme pas très intéressant, mais on va dire ça s'adresse beaucoup plus au peuple de gauche et à l'ensemble des militants en les appelant effectivement à s'investir dans le combat de classe et à rejeter toute forme de sectarisme. C'est seulement comme ça qu'on pourra imaginer créer les conditions de l'échec du fascisme et d'un retournement de situation pour le combat pour le socialisme. Je cite l'exergue de ton deuxième livre, hein, de Tarfon, donc. Il ne nous sera peut-être pas accordé de terminer le travail, mais nous ne pouvons pas nous dérober à la nécessité de l'entreprendre. Oui. Merci Jean-Luc. Merci.